Le 16 mars 2001, dans la ville de Kansas City, dans l'État du Kansas aux États-Unis, à l'angle d'une ruelle mal éclairée, David attend, appuyé contre une voiture. Un autre homme s'approche alors de lui, détendu, comme s'il venait simplement prendre des nouvelles. Ils se connaissent, ils ont déjà partagé des soirées, des secrets, des plans sans lendemain. La conversation est courte, tout à fait banale. Puis d'un coup, l'homme sort une arme de sa poche et tire. L'instant d'après, David tombe au sol. Celui qui tient l'arme ne fuit pas. Il reste immobile quelques secondes, le regard vide, comme s'il écoutait une voix que lui seul entend. Puis il tourne les talons et s'en va. Ce qui vient de se passer n'était pas une erreur. C'était une première fois. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais bien réelle, de Mark Sappington, surnommé The Kansas City Vampire, ou le vampire de Kansas City en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mark Vincent Sappington, né le 9 février 1978, dans la ville de Kansas City, dans l'État du Kansas, aux États-Unis. Il grandit dans l'une de ces zones urbaines oubliées, où les bâtiments s'écaillent avec le temps, où les rues sont calmes en apparence, mais chargées de menaces silencieuses. Le quartier est marqué par la précarité, et le désintérêt des autorités y est presque une loi. À la maison, Mark ne trouve pas vraiment de répit. Sa mère, Mary White, tente de le protéger comme elle peut. C'est une femme seule, discrète, qui cumule les heures dans des emplois sans stabilité pour subvenir à leurs besoins. Le père, lui, n'a jamais été présent. Il a quitté la scène avant même la naissance de son fils. Il n'y a pas de photos, pas de visites, pas de conflits non plus. Juste un vide, un manque que personne ne saura jamais expliquer. Dès ses premières années, Mark est un enfant calme, plutôt solitaire, mais pas hostile. Sa mère, consciente du risque de dérive dans ce quartier, l'encadre avec ce qu'elle a, c'est-à-dire l'église. Tous les dimanches, sans exception, elle l'envoie au temple. Il y apprend à observer, à écouter, à jouer un rôle. Il devient enfant de chœur, une figure plutôt atypique dans un quartier où la spiritualité est souvent reléguée aux apparences. Pour un temps, ce cadre semble lui apporter une structure, mais en dehors des murs religieux, la réalité reste la même. Mark ne brille pas particulièrement à l'école, mais il ne décroche pas non plus. Il se maintient dans cet entre-deux discret qui ne suscite ni remarque ni intérêt particulier. Ses enseignants le décrivent comme un élève calme, peu participatif, mais respectueux. À la maison, l'atmosphère est moins stable. Sa mère commence à montrer des signes de fatigue mentale, des oublis, des changements d'humeur, des moments d'absence qui deviennent habituels. Mark, sans en parler, apprend à naviguer dans cet environnement instable. Il ne se plaint pas, il observe, il intériorise. À l'entrée au collège, autour des années 1990, il commence à changer, non pas soudainement, mais par petites étapes. Il est moins expressif, moins sociable. Il s'attache à des élèves plus âgés, au comportement parfois douteux. Il se met en marge, sans provoquer, sans violence. Dans ses carnets, il griffonne des dessins abstraits, des formes qui n'ont pas toujours de sens, mais qui traduisent une réalité intérieure de plus en plus fragmentée. Dans le quartier, certains jeunes le regardent comme une figure à part. Il ne parle pas beaucoup, mais il dégage quelque chose. Parmi eux, un garçon en particulier se rapproche. Il s'appelle Alton Brown. On le surnomme Freddy. Retenez bien son nom, il reviendra un petit peu plus tard dans cette histoire. Freddy est plus jeune que Mark, mais ils passent beaucoup de temps ensemble. Freddy voit en lui un grand frère, un modèle.
Ils traînent, discutent, font des projets pour plus tard, comme l'idée de partir, de quitter le quartier. Freddy l'admire, lui fait confiance. Il ne voit pas ce qui se cache derrière les yeux fixes de son ami. À ce stade, Mark Sappington est encore un jeune homme presque comme les autres. Mais dans l'ombre, quelque chose mûrit. Quelque chose qui ne demande qu'à prendre le contrôle. Et lorsque cela commencera, ce ne sera pas brutal. Ce sera lent, insidieux, comme une voix dans la tête que personne d'autre n'entend. Après avoir quitté le collège en 1996, Mark Sappington entre dans une période de vide. Il n'a aucun projet, aucune routine, rien qui structure ses jours ni ses nuits. Il se lève tard, se couche parfois sans même avoir mangé. Il marche beaucoup, s'assoit parfois sur des marches d'escalier abandonnées, observe les voitures passer comme si elles lui envoyaient des signes. À la maison, sa mère est de moins en moins présente mentalement. Elle alterne les phases d'absence, d'agitation et de silence fermé. Mark ne peut pas s'appuyer sur elle. Il ne peut s'appuyer sur personne. Alors il s'échappe comme il le peut, avec ce qu'il trouve. Il commence à la même période à consommer des substances qu'on lui propose dans la rue. Des produits à fumer, à respirer, à inhaler. Des mélanges qui brûlent les poumons, mais qui coupent la réalité en deux. Au début, il en rit. Il dit que ça le détend, que ça lui fait oublier la réalité. Mais très vite, il ne maîtrise plus rien. Il en prend le matin, l'après-midi, parfois la nuit, seul dans sa chambre. Cela ne le calme plus. Au contraire, ça ouvre des portes qu'il ne parvient plus à refermer. Son corps s'amincit, ses gestes deviennent plus secs, moins humains. Il parle de moins en moins, fixe les murs, se frotte le visage comme si quelque chose voulait en sortir. Il commence aussi à entendre des choses. D'abord des bruits, des sensations bizarres comme des éclats de métal dans la tête. Puis des mots, clairs, ordonnés. Une voix, puis deux, puis plusieurs. Elle ne s'arrête plus. Elle lui parle de danger, de trac, de péril. Elles lui disent que les gens sont après lui, que sa seule chance c'est de faire le premier geste. Il ne comprend pas tout, mais il croit ce qu'il entend. Son cerveau ne filtre plus rien, il interprète tout comme des signes. Un rire dans la rue, une lumière qui s'éteint, un silence trop long, il s'imagine traqué, menacé. Par qui? Il n'en sait rien. Il sait juste qu'il doit se protéger. Alors il s'isolera encore plus. Les gens commencent à l'éviter. Certains disent qu'il est cassé, d'autres qu'il est parti trop loin. Personne ne sait ce qui se passe réellement. Et lui, il ne demande pas d'aide. Il ne décrit rien. Parce que pour lui, tout est logique. Il est convaincu que son corps est en train de lâcher, que son cerveau est contaminé, que quelque chose le détruit de l'intérieur. Et les voix lui apportent une réponse, claire, répétée, obsessionnelle. Si tu veux rester en vie, tu dois manger. Pas n'importe quoi, pas comme les autres. Et Mark comprend le message. Il l'accepte. Entre 1999 et 2000, il est contrôlé à plusieurs reprises par la police pour des comportements bizarres, mais rien de criminel, rien de pénalisable. Les agents ne savent pas qu'ils ont devant eux un homme qui ne vit plus dans la même dimension. À partir de janvier 2001, ses consommations de substances deviennent quotidiennes et son état se fragilise de jour en jour. Il ne dort quasiment plus, il ne fait que marcher, observer, écouter. Les voix dans sa tête sont là chaque seconde. Elles sont devenues sa loi. Et le 16 mars 2001, après des semaines de silence et de pression intérieure, elles lui disent « c'est maintenant ». Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Le 16 mars 2001, le ciel est bas sur Kansas City. L'air est étrangement immobile, comme s'il attendait quelque chose. Mark Sappington sort de chez lui en silence, lentement, avec cette démarche flottante qu'il a adoptée depuis quelques semaines. Dans sa poche, une arme, froide et lourde. C'est la première fois qu'il la porte avec l'intention de s'en servir. Dans sa tête, les voix lui parlent déjà. Elles sont là, claires, présentes, et lui murmurent que le temps est venu. Il ne sait pas exactement pourquoi il fait cela.
mais il marche. C'est pas le guide vers David Machak, une connaissance du quartier, un type calme, pas particulièrement proche, mais suffisamment familier pour ne pas se méfier. Il se retrouve devant un immeuble et David lui demande ce qu'il veut. Mark répond vaguement, parle d'une affaire, d'une entrée d'argent, d'une voiture. Rien de clair, juste de quoi gagner un peu de temps, car dans sa tête, ça s'agite. Une voix lui dit de partir, une autre lui dit que c'est trop tard. Il fixe David, et un instant, il hésite. Il l'observe. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une menace. Et pourtant, il sent une pression monter, comme si quelque chose derrière lui le poussait vers le bout du geste. Il sort doucement l'arme de sa poche. David recule d'un pas, mais ne fuit pas. Il lève les mains, lui donne ce qu'il a. Une chaîne, une montre, quelques billets. Il ne supplie pas, il ne résiste pas. Et pour un court instant, Mark tremble. Son doigt hésite sur la détente. Il pourrait s'arrêter, partir. Rien n'est encore fait. Il pourrait revenir en arrière. Mais les voix, elles, prennent le dessus. Elles lui disent qu'il n'a pas le droit d'hésiter, qu'il est déjà allé trop loin, qu'il doit montrer qu'il en est capable. Une panique froide le serre de l'intérieur, mais il n'y a pas de colère, aucune rage, juste une obéissance lente, calculée. Il ferme les yeux une seconde, puis il tire une fois, puis une autre. David s'effondre comme une marionnette coupée de ses fils. Le corps reste là, inerte, vide. Mark ne bouge pas tout de suite. Il regarde ce qu'il vient de faire comme s'il était un autre, comme si l'arme avait tiré seule. Puis il tourne les talons et s'éloigne. Ce qu'il a vécu ne ressemble pas à un vol. Ce n'était pas un gain, c'était un test. Et il sait, en rentrant, que ce n'est que le début, que maintenant, il n'hésitera plus. Plus tard, la police sera appelée sur les lieux. Mais pour eux, c'était un vol qui avait mal tourné. Mais pour Mark Sappington, c'est autre chose. C'est une première fois. Et ce ne sera pas la dernière. Nous sommes maintenant le 7 avril 2001. Mark Sappington se présente devant une maison qu'il connaît par cœur. Il n'a pas besoin de frapper. Il entre directement, comme il l'a toujours fait. Ici habite Terry Green, 25 ans. Un vieux camarade, un visage familier d'enfance. Ils ont traîné ensemble dans les mêmes rues, partagé des instants, ri de choses qui ne font plus rire aujourd'hui. Terry n'est pas sur ses gardes. Il lui demande si tout va bien. Mark ne répond pas vraiment. Il sourit, mais à l'intérieur, tout gronde. Il entend des voix depuis le matin, plus nerveuses que d'habitude. Elles sont devenues impatientes. Elles lui disent que l'acte d'avant ne suffit pas, qu'il ne s'agissait que d'une introduction, qu'il doit aller plus loin. Terry ne se doute de rien. Mark lui demande s'ils peuvent descendre parler en bas. Le sous-sol est calme, personne ne les entendra. Terry acquiesce, ils descendent. Arrivé en bas, l'ambiance change. Mark s'arrête au milieu de la pièce, inspire. Les voix parlent dans sa tête, comme si elles étaient juste derrière lui. Elles lui disent de frapper, pas d'hésiter, pas cette fois. Il a caché un couteau sous sa veste. Il le sort d'un geste ferme, presque déterminé. Terry comprend trop tard. Il essaie de parler, de comprendre, de calmer. Mais Mark ne l'écoute plus. Il entend seulement la pression, la nécessité. Il lui saute dessus et le frappe, une fois, puis une autre, puis encore. Il ne compte pas, il ne réfléchit pas. Les coups s'enchaînent comme si quelqu'un d'autre tenait sa main. La pièce se transforme, les murs absorbent la violence. Terry tente de réagir, mais très vite, il ne bouge plus. Mark reste au-dessus de lui, il le regarde longuement, respiration coupée, le visage vide. Les voix ne se sont pas tues, elles chuchotent encore. Elles lui disent d'aller jusqu'au bout. Mark hésite, puis il obéit. Ce qu'il fait ensuite ne sera jamais dévoilé en détail dans le rapport final, mais Mark admettra plus tard qu'il a goûté ce que personne ne devrait toucher. Et il va boire. Cela ne dure pas longtemps. Il rassemble ce qu'il peut, cache le corps du mieux possible, puis remonte les escaliers comme s'il sortait d'une sieste. Le silence lui pèse, mais les voix sont satisfaites. Pour l'instant, malgré la violence de l'acte, personne ne vient frapper à sa porte. Mark Sappington peut continuer, et dans sa tête, les voix ne lui laissent plus de répit. Elles occupent chaque espace. L'esprit s'emballe, ne distingue plus l'hallucination de la réalité.
C'est une présence qui prend progressivement le contrôle. 3 jours plus tard, les voix reviennent, plus claires cette fois. Elles ne veulent plus un nom, elles en demandent 2. Nous sommes maintenant le 10 avril 2001. Dehors, rien ne bouge. Pour les autres, c'est un jour ordinaire. Pour Mark Sappington, c'est un compte à rebours. Il marche dans les rues comme s'il était guidé par quelque chose d'invisible. Ses pieds avancent seuls, comme s'ils avaient un itinéraire gravé dans les os. Dans sa tête, les voix ne chuchotent plus. Elles hurlent. Elles lui disent que s'il ne continue pas, il va mourir. Qu'il doit aller plus loin. Il tombe d'abord sur Michael Weaver Jr., 22 ans. Un jeune homme de son entourage qu'il connaît depuis longtemps. Il parle quelques instants. Mark lui propose de faire un tour en voiture. Et Michael accepte. Il roule quelques minutes, puis s'éloigne du centre, direction une zone oubliée de Kansas City, faite de ruelles vides et d'immeubles désertés. L'atmosphère change, et Mark le sait. Ça sera ici. Il sort alors son couteau, sans mots, sans geste d'avertissement, et il frappe violemment à plusieurs reprises. Michael ne comprend pas. Il essaye de réagir, de fuir, mais c'est trop tard. Son corps s'affaisse sur le bitume, abandonné. Mark hésite. Les voix lui parlent encore, mais il n'obéit pas jusqu'au bout. Cette fois, il recule et laisse le corps là, comme un signe pour lui-même. Et il repart. Il marche vite, le regard vide. Il n'a pas le temps de s'arrêter, pas aujourd'hui. En rentrant au détour d'une rue, il tombe sur un autre visage. Alton Brown, 16 ans. Vous vous souvenez de lui, le petit Freddy, l'ado qui traînait souvent autour de lui, qui lui parlait avec respect, qui lui faisait confiance. Ce n'était pas un inconnu, c'était presque un frère. En le voyant, Mark s'arrête. Pendant une fraction de seconde, il hésite. Pas par peur, mais par fatigue. Mais les voix reprennent le dessus. Elles insistent. Alors il sourit, il fait comme si de rien n'était, et il lui propose de venir chez lui. Freddy accepte sans poser de questions. Il entre, ferme la porte. Le calme dans la maison est froid, dense. Mark ne dit rien. Puis d'un coup, il prend son fusil et il tire. Le corps de Freddy tombe, puis le silence redevient total, et les voix reprennent. Et il fait ce qu'elle lui demande. Il passe à l'acte. Il sort son couteau, coupe un morceau et se nourrit, comme s'il répondait à une urgence intérieure, comme si sa vie en dépendait. Puis il prend ce qu'il reste, l'emballe et l'abandonne dans sa propre cave. Il ne pense pas à ce qu'il vient de faire. Il n'en a pas le temps. Dans sa tête, une seule certitude. Ce n'est pas fini. Il sent que quelque chose le pousse encore. Il sort de chez lui et marche sans but, la tête en feu. Rien ne l'apaisera à part un nouvel acte. À ce moment-là, il n'y a plus de raison, plus d'hésitation. Il avance, comme pris dans une ligne droite qu'il ne peut plus quitter. Rien ne semble en mesure de le freiner. Mais ce soir-là, un détail échappe à sa logique. Un geste, une fuite, un refus d'obéir. Et pour la première fois, Mark Sappington va voir sa machine se dérégler. Nous sommes toujours le 10 avril 2001, le même jour que les meurtres de Michael Weaver et Alton Brown. Une femme est assise dans sa voiture devant chez elle, moteur éteint, clé en main. Mark l'aperçoit de loin, il s'approche, puis monte sans hésiter à l'arrière du véhicule et sort une arme. Il lui dit de conduire, et elle s'exécute. Dans le rétroviseur, elle observe ce visage qu'elle avait déjà vu dans le quartier. Mark parle à haute voix, mais pas à elle. Il parle comme s'il était déjà de l'autre côté. Il dit qu'il est foutu, qu'il est mort, qu'il va continuer. Il parle d'une ville qu'il doit atteindre, de quelque chose qu'il doit finir. À un moment, il lui demande de s'arrêter. Il veut prendre le volant. Il veut conduire lui-même. C'est à ce moment-là qu'elle saisit l'instant. Elle ouvre la porte et s'échappe à toute vitesse, court vers la maison la plus proche, frappe comme si sa vie en dépendait. La porte s'ouvre alors et elle entre, et elle raconte ce qu'il vient de se passer. Après la fuite de la femme, tout s'accélère. Les minutes qui se suivent ne sont plus un enchaînement d'actions, mais une course contre ce que l'on ne comprend pas encore. Elle est en état de choc, soutenue par les bras du voisin qui ne comprend rien à ce qui vient de se passer. Les premiers agents de police arrivent sur place.
Elle tremble, elle répète certaines phrases en boucle, mais elle reste lucide. Ce qu'elle dit n'est pas confus. Elle décrit l'homme, sa posture, son arme, son ton, son regard. Elle explique comment il a parlé durant tout le trajet, non pas à elle, mais à quelqu'un d'autre, comme s'il obéissait à une présence invisible, comme s'il n'était plus vraiment là. Puis elle donne un nom, Mark Sappington. Elle ne l'a pas inventé. Ce nom, elle l'a entendu à plusieurs reprises. Mark traînait autrefois dans le quartier, et il était connu pour sa solitude, ses silences, ses déambulations. Un type qu'on n'oubliait pas, même s'il ne parlait presque à personne. Elle l'avait vu chez des connaissances, peut-être une fois ou deux, mais ce soir-là, c'est son visage qu'elle retient. Sa voix, ses mots, elle est formelle. Les agents de police écoutent. Ils notent, et peu à peu, le nom prend de l'épaisseur. Il n'était qu'une ombre jusqu'ici, un nom perdu dans les archives, mais maintenant, il est devant eux. Il cherche son dossier, trouve des signalements, des observations d'instabilité, mais jamais rien de grave, mais jamais rien qui aurait pu anticiper ce qui vient de se produire. Une enquête s'ouvre et une alerte est lancée. Des photos sont distribuées aux unités de terrain. On interroge des voisins. On passe les adresses en revue. Rien. Mark Sappington a disparu. Pendant 2 jours, il n'y a pas une trace, pas un appel, pas un mouvement d'argent. Il s'est fondu dans la ville comme une fissure qu'on n'avait jamais vue. Mais une fissure finit toujours par s'élargir. Le 12 avril 2001, vers 16h30, un véhicule de patrouille passe dans une rue résidentielle tranquille. De l'autre côté de la chaussée, un homme marche seul, les vêtements sales, les yeux dans le vide. Le policier freine, il descend, et l'homme ne fuit pas. Il s'arrête, lève les mains, pas un mot, pas un geste de violence, comme s'il savait que ça devait se terminer comme ça, comme si tout était écrit. Les menottes sont posées, et il entre dans la voiture, le dos droit, la tête légèrement penchée, comme s'il était déjà ailleurs. Pour les agents de police, c'est la fin d'une affaire de tentative d'enlèvement. Ils n'imaginent pas une seconde que l'homme qu'ils viennent d'arrêter va dans quelques heures révéler des choses que personne ne pourra oublier. Après l'arrestation, Mark Sappington ne dit rien. Il entre dans le commissariat comme s'il savait exactement ce qu'il attendait. Pas d'avocat, pas d'explication, pas d'énergie perdue. Il s'assoit dans la salle d'interrogatoire et le policier commence à lui parler, pensant d'abord traiter une affaire de tentative d'enlèvement. Mais très vite, le ton change. Mark commence à parler, doucement, d'une voix posée, comme s'il lisait un texte écrit d'avance. Il dit que ce n'était pas la première fois. Il dit qu'il y a un corps dans une maison, qu'il l'a mis là parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Il donne une adresse et les agents envoient une unité. Ce qu'ils trouvent sur place ne laisse aucun doute. L'odeur est insoutenable dès l'entrée dans le sous-sol. Un sac noir, fermé. Il ne reste rien à imaginer. Ils remontent, ils font un rapport. Ils confirment que ce que Mark vient de dire est réel. Le détective revient dans la salle. Il ne l'interrompt pas. Et Mark continue. Il dit qu'il entendait des voix, qu'elles lui disaient ce qu'il devait faire. Il dit avoir consommé une partie de sa dernière victime. Non par choix, par obéissance. Il ne pleure pas, ne s'excuse pas. Il déroule les événements comme un homme qui sait que tout est déjà joué. Il donne des dates, des lieux, des prénoms, et au fur et à mesure, l'ambiance dans le commissariat change. Ce qui devait être une simple affaire isolée se transforme en quelque chose de beaucoup plus sombre. Et à la fin, dans le silence de la salle d'interrogatoire, Mark Sappington pose une seule question sans regarder personne. Est-ce que les voix vont s'arrêter maintenant? Le lendemain, il est formellement inculpé pour 4 meurtres, ainsi que pour tentative d'enlèvement, et sera incarcéré en attente de son procès. Le procès de Mark Sappington s'ouvre en juillet 2004, plus de 3 ans après son arrestation. Le délai, long, a été ponctué d'expertises et de rapports médicaux, d'allers-retours entre les audiences préparatoires et les cellules d'observation. Mais ce jour-là, tout s'immobilise. Les journalistes occupent la salle, les familles des victimes sont là, discrètes, silencieuses, les photos de ceux qui ne reviendront pas entre leurs mains tremblantes. Mark entre dans la salle, menotté, tête basse. Il ne cherche pas les regards, il ne répond à aucun regard.
Le procureur lance la première salve. Il détaille les meurtres, les dates, les actes et parle de sang-froid, de lucidité, d'une série de choix faits en conscience. De l'autre côté, la défense plaide la confusion mentale, parle des voix, des hallucinations, des substances qui ont abîmé l'esprit de l'accusé. Mais chaque mot se heurte aux faits. Chaque tentative d'atténuer les responsabilités est écrasée par la rigueur des preuves. Dans le box des témoins, les enquêteurs déroulent les détails des investigations, les photos, les lieux, les confessions filmées. Les jurés écoutent, immobiles. Le 23 juillet 2004, après une délibération de moins d'1 heure, le verdict tombe. Coupable des meurtres de Terry Green, Michael Weaver et Alton Brown, mais aussi coupable de tentative d'enlèvement. Le 2 septembre, la condamnation est prononcée. 3 peines de prison à vie consécutives, et pas de libération possible avant 75 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En décembre de la même année, Mark Sappington est jugé pour le premier des 4 meurtres, celui de David Machak, commis le 16 mars 2001, et il est de nouveau reconnu coupable et écope d'une 4e peine de prison à vie. En novembre 2007, la Cour suprême du Kansas confirme tous les jugements, plus aucun recours, aucune issue. Mark Sappington est enfermé à vie dans un silence que même les voix, peut-être, ont fini par abandonner. Au moment où cette vidéo est publiée, Mark Sappington est toujours incarcéré dans un pénitencier du Kansas. Il n'a jamais fait appel et il n'a jamais exprimé le moindre regret. Il reste là, dans une cellule anonyme, entre 4 murs que personne n'envie. Et dans son silence, personne ne sait si les voix, elles, ont vraiment disparu. Voici donc la terrifiante histoire de Mark Sappington, un homme au visage ordinaire, un habitant discret de Kansas City, capable de gagner la confiance de ses proches, de faire rire ses amis, de chanter dans une église, mais qui dans l'ombre a cédé aux pulsions les plus sombres de son esprit. Derrière ce masque transparent, il a tué 4 hommes, dont un adolescent qui le considérait comme un grand frère. Ce qu'il a fait défie l'entendement, ce qu'il a vécu intérieurement, personne ne pourra vraiment le comprendre. Il incarne cette ligne invisible qui sépare la raison de l'obsession, la lucidité de la dérive. Aujourd'hui encore, il poursuit son existence entre 4 murs, dans une cellule où les voix peut-être n'ont jamais vraiment cessé de parler. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines affaires. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.